Bonjour, merci d'être avec nous pour notre deuxième journée de ces grands dossiers de la protection sociale. Vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes derrière votre ordinateur, mais vous êtes plusieurs centaines à suivre ces journées dont vous savez qu'elles comptent chaque année pour faire une sorte d'université d'été ou d'automne des affaires de protection sociale. Pour cette deuxième journée de cette session 2022, nous avons un programme chargé dans l'après-midi. Bon, dense comme d'habitude, mais chargé parce que nous allons aborder des thèmes quand même très larges. Le thème de la citoyenneté, qui sera celui de notre première session, celui de l'environnement, deuxième session, et celui de l'accès au droit, troisième session. Pour développer ces moments, nous avons évidemment, vous l'avez vu sur le programme, invité les personnalités les plus compétentes en charge de ces affaires, d'un point de vue doctrinal, intellectuel, comme d'un point de vue opérationnel concret. C'est ce qui vous réunit que de vous intéresser à la protection sociale sur ces différents volets. Mais pour débuter, nous allons faire, je vous le propose, un petit jeu. Vous prenez votre téléphone portable, enfin plus précisément votre smartphone, il faut qu'il soit connecté à Internet, et vous flashez le QR code qui s'affiche en théorie sur votre écran à côté du programme de cet après-midi. Si vous le faites, vous arrivez sur une page Internet où vous trouvez une question quand même très étrange, mais c'est quand même la question que nous allons aborder avec nos deux invités, c'est la question des liens entre citoyenneté et protection sociale. Et donc la question que vous devez avoir à traiter est citoyenneté et protection sociale, point d'interrogation. Et ceci va nous amener à faire un nuage de mots ensemble. Vous pouvez, grâce à votre smartphone ou avec votre ordinateur, mettre un mot ou deux, un chiffre peut-être, enfin ce que vous voulez, mais de toutes les manières, vous n'avez pas la place pour mettre une phrase longue, pour vous dire à quoi vous fait penser ce sujet sur lequel nous aurons l'occasion d'entendre d'abord Dominique Schnapper, qui est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et auteur de nombreux ouvrages avec une carrière extrêmement riche en France, sur la France, et entre autres d'un bouquin que j'avais adoré, parmi les livres de Dominique Schnapper que j'ai adoré, sur la démocratie providentielle. Et nous aurons aussi l'occasion, je fais tout ça pour meubler un petit peu de manière à ce que vous flashiez le QR code. Nous aurons aussi l'occasion de discuter de ce sujet avec Daniel Aguinsinski, qui aujourd'hui s'occupe de la médiation au sein d'une institution importante en général et pour les affaires de protection sociale en particulier, la défenseur des droits. Je vois que le nuage de mots est lancé, donc je vais le commenter rapidement et puis je me tournerai vers nos deux intervenants pour nous dire à quoi leur fait penser ce petit nuage de mots. Si des mots apparaissent plus gros que les autres et au centre, c'est parce qu'ils ont été plusieurs fois indiqués, soit par la même personne qui souhaite que son mot soit vraiment le plus gros, soit par plusieurs d'entre vous, et c'est là le miracle des interactions électronique en tout cas, il y a un mot qui est celui qui vous semble le plus important. Et vous pouvez le voir en direct. Vous avez donc la question de la solidarité, qui est celle qui vous semble être la liaison entre les affaires de citoyenneté et de protection sociale. Et sans mes lunettes, je vois que c'est le mot de droit au pluriel qui vous réunit, à côté du mot droit au singulier. Donc on va dire que les deux mots au centre de notre affaire de nuage de mots sont droit et solidarité. Et puis je vois dans un nuage, il y a un brouillard, ça devient un brouillard puisqu'il y a tant de mots, que la mutualité, l'écologie sociale, l'accès au droit, l'environnement, l'égalité, même la mutualité, la sécurité apparaissent. Mais donc, puisqu'on ne va pas faire durer ce nuage de mots pendant 1000 ans, je vais me rapprocher de nos intervenants et leur demander, au débeauté, voilà, c'est ça les miracles du direct, ce à quoi leur fait penser ce sujet solidarité et droit lorsque nous avons titré citoyenneté et protection sociale. Voilà, je me tourne vers Dominique Schnapper et qui va pouvoir se saisir d'un superbe micro et lui dire, cher Dominique, alors, quand on parle de citoyenneté et de protection sociale, voilà, tous les gens, par centaines, qui nous regardent, ça leur fait penser à droit et solidarité. Quelle première réaction? Après, je demanderai à Daniel et puis ensuite, on discutera en fonction de ce qu'on a un peu préparé. Bah, écoutez, d'abord, bonjour à tous. Je pense que c'est très juste de penser à la fois
droit, à la fois au singulier et au pluriel, et de solidarité. Droit, parce que c'est l'idée de la protection sociale, c'est de remplacer ce qui était depuis des siècles le fait de la générosité personnelle, de la charité des individus, par des droits à la participation à la société. Et donc, c'est le remplacement de la charité par les droits. Donc, c'est juste de parler de droits. Et solidarité, parce que je le mettrais plutôt au singulier, parce que c'est un principe qui repose sur le fait qu'à partir du moment où la légitimité de la société politique, c'est la citoyenneté, c'est-à-dire la communauté des citoyens comme de citoyens libres et égaux comme fondement de la légitimité politique, cela implique une forme de solidarité. Je dis toujours à mes étudiants que liberté et égalité n'est pas tout à fait sur le même plan que fraternité, contrairement à ce qu'ils pensaient. Parce que la liberté et égalité sont deux principes politiques d'organisation de la société, et la solidarité est à la fois la condition de ces deux principes et la conséquence. À partir du moment où nous formons dans les sociétés démocratiques une communauté de citoyens, cela implique que ces citoyens aient entre eux des formes de solidarité que le droit organise en répartissant les produits de la richesse, les produits des ressources qu'apporte la richesse de nos sociétés. Et donc, je vais demander à Daniel, lui, la façon dont il réagit à droit et solidarité. En quelques mots, je oui, suis rassuré parce que j'ai l'impression qu'on a compris le sujet de la même façon. Aussi bien bon, les spectateurs, vous que moi, on va parler à peu près de la même chose, sans doute sous des angles un peu différents, mais a priori on parle de la même chose. Mais dans des vocabulaires différents. Peut-être. Avec deux remarques sur ces deux mots qui sortent. D'une part, la question de la solidarité dont on reparlera sur la place qu'occupent les politiques qu'on appelle aujourd'hui de solidarité, par distinction avec les politiques assurantielles qui étaient historiquement le cœur de la construction de la protection sociale. On verra que cette évolution-là a un impact sur la façon dont la protection sociale est perçue et dont les droits sont conçus par les assurés ou par les allocataires, disons. On verra tout le jeu de vocabulaire qui est créé par cette notion de solidarité. Et puis, sans anticiper exagérément sur ce que je raconterai dans la présentation plus longue, je remarque que le mot droit est écrit en beaucoup plus gros que le mot devoir, ce qui me paraît plutôt intéressant dans la perspective qu'on aura de discuter par la suite. Voilà. Parfait, merci beaucoup pour ces réactions. Peut-être me voyez-vous derrière vos écrans en train de tripatouiller mon téléphone portable. Ça n'est pas du tout parce que je suis impoli et aussi impoli que tout le monde désormais avec ces engins, mais c'est parce que grâce à ce téléphone, en théorie, je peux voir l'ensemble des questions et réactions que vous allez bien vouloir indiquer sur le chat. Et n'hésitez pas de nous faire part de vos réactions, vos critiques, vos applaudissements. On les lira, on ne pourra pas les entendre. Et surtout, des questions que vous souhaitez que je répercute, que je relaie auprès de nos deux intervenants. Et maintenant, je me tourne donc vers Dominique Schnapper, à qui la question a été posée sous forme affirmative, citoyenneté et protection sociale. Je crois que c'était juste de le présenter de cette façon. Je crois qu'il faut faire un petit peu d'histoire pour comprendre le lien entre citoyenneté et protection sociale. Quand les grandes institutions de la protection sociale ont été établies après la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous étions dans un conflit qui était à la fois politique et idéologique avec le monde soviétique qui prétendait assurer la protection des individus et en jugeant que les libertés étaient purement formelles et n'avaient pas de rôle essentiel. Et donc la légitimité politique des démocraties s'est construite en se donnant pour objectif à la fois de garantir les libertés publiques essentielles, c'est-à-dire l'égalité civile, juridique et politique de tous les membres de la société, de tous les citoyens, et en même temps de leur assurer une égalité réelle
aussi grande que possible, et au moins aussi grande, et probablement plus grande, même que dans les pays soviétiques. Donc il y a eu des conditions politiques, c'était aussi la fin de la guerre, avec la misère qu'entraînent les guerres, et la dette que les gouvernants se sentaient par rapport au peuple qui avait connu ces années de misère. Mais ce qui pour moi est important, donc il faut tenir compte de ce moment historique et des conséquences qu'il a pu avoir. Mais en même temps, je crois qu'il y avait un lien intime et profond entre l'idée de citoyenneté et des formes, qui peuvent être différentes, bien entendu, puisqu'elles sont différentes d'ailleurs, de protection sociale. Parce qu'on ne peut pas, c'est la vieille critique qui a été souvent proférée tout au long du 19e siècle quand on parlait de la question sociale, c'est-à-dire l'idée qu'en deçà d'une certaine condition matérielle, il n'y a pas de possibilité pour un citoyen d'exercer ses droits. Et il faut assurer à tous les membres de la société des conditions de vie qui soient assez convenables, ce que nous jugeons convenable, ce que nous jugeons décente, pour qu'ils puissent être pleinement un citoyen. C'était donc la condition de l'exercice de la citoyenneté. Et en plus, les citoyens étant libres et égaux, on sait que cette liberté dite formelle, c'est-à-dire civile, juridique et politique, ne s'accompagne pas d'une égalité des conditions matérielles, mais il faut penser que les conditions matérielles ne doivent pas être trop inégales, et si elles apparaissent, qu'elles le soient, on peut en discuter, mais si elles apparaissent trop inégales, cela remet en question l'idée même de la légitimité de nos sociétés. C'est pour ça que je pense que la protection sociale est à la fois conditions et conséquences de la citoyenneté, et qu'une forte part de la redistribution des ressources, ce qu'assure la protection sociale, se fait au nom de la justice sociale, et qu'elle est au cœur de la légitimité politique des démocraties européennes. Alors, je ne vais pas parler, parce que il me semble que c'est un petit peu d'un autre ordre, des fragilités actuelles de la protection sociale, mais je pense quand même qu'on peut indiquer 2 points. C'est que le système dont le fondement a été établi dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale a connu ensuite toutes sortes de développements et essentiellement d'accroissement. Et les conditions sociales dans lesquelles ils se développent ne sont plus les mêmes, évidemment, qu'au moment de leur fondation. Et elles fragilisent un système dont les principes ont été posés à cette date. Avec 2 traits qui me paraissent importants pour comprendre les fragilités actuelles. La première, c'est le vieillissement de la population. On meurt plus vieux, l'espérance de vie a augmenté depuis 20 ans, depuis l'instauration de la sécurité sociale. Et on peut dire d'une certaine façon que la protection sociale est victime de son succès, parce que c'est un succès considérable de penser que l'espérance de vie a augmenté de 20 ans, et évidemment la protection sociale en est le grand responsable. Le second trait, et c'est un phénomène heureux, c'est les progrès de la médecine qui font qu'on se soigne beaucoup plus et qu'on se soigne d'une manière de plus en plus coûteuse. Vous ajoutez à ça une situation économique qui depuis quelque temps se développe un peu moins bien, et surtout le remplacement des générations qui, à cause du vieillissement, fait qu'il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de non-actifs, et que notre système a été fondé sur la solidarité des générations, c'est-à-dire que ceux qui travaillent cotisent pour ceux qui, pour des raisons diverses, ne travaillent pas, soit à cause de l'âge, soit à cause de la maladie, soit à cause des handicaps. Et donc, ces 3 phénomènes réunis donnent une fragilité au système et amènent à s'interroger sur sa perpétuation, puisqu'encore une fois, la perpétuation du système de protection sociale est une question qui est fondamentale sur l'avenir de nos démocraties. Il faut penser que les institutions de la protection sociale sont intervenues dans une société qui était d'une extrême pauvreté,
si on la compare à celle que nous venons de découvrir, celle dans laquelle nous vivons. On venait tout juste de découvrir les antibiotiques. Inutile de vous dire tout ce qu'on ignorait par rapport à tout ce qu'on a, tout ce qui existe aujourd'hui. D'autre part, elle n'arrivait pas dans un terrain vierge, elle arrivait dans des conditions, une histoire déjà d'une protection sociale qui n'était pas générale et universelle, et c'était ça la grande nouveauté, c'était ce droit à la protection universelle, mais il y avait des séries de systèmes particuliers qui protégeaient telle ou telle catégorie de la population, et depuis 1945, le progrès, le développement a fait que la protection s'est étendue à des catégories successives pour atteindre à peu près toutes les catégories. Et être vraiment aujourd'hui universel. Mais ce double effet de l'enrichissement, du progrès médical, de l'accroissement des aspirations démocratiques, nous sommes à la fois très protégés et nous demandons toujours plus de protection. Et c'est normal, la démocratie veut être providentielle et se justifie par le fait qu'elle est providentielle, conduit à s'interroger sur 3 points dont je vais vous parler et avec lesquels je finirai. La complication de l'organisation au moment de la fondation, qui fait que la ROC n'a pas réussi à faire à ce moment-là un système universel, mais a fait des séries de régimes spéciaux, s'est trouvé encore compliqué par des strates successives, des catégorisations nombreuses, des extensions dans toutes les directions, de sorte que l'ensemble du système de protection sociale, en dehors de quelques spécialistes, est devenu opaque à la majorité de la population. Et on ne prend pas vraiment conscience de ce qu'on donne, de ce qu'on reçoit, de ce que certains donnent et d'autres reçoivent, les mêmes successivement à un moment différent de leur vie. Bref, on a le sentiment que personne n'est institutionnellement chargé de l'intérêt général, c'est-à-dire de l'équilibre entre les différentes aspirations, toutes légitimes des différents groupes et des différentes catégories. Mais il ne faut pas oublier que la légitimité démocratique repose sur une rationalité au moins apparente et sur une certaine transparence du monde public. Et celui de la protection sociale est peut-être dans les mondes sociaux l'un de ceux qui est le plus opaque, une des raisons étant que c'est un système par définition compliqué puisqu'il essaye de prendre en compte des problèmes, des aspirations et des groupes particuliers et d'établir des règles universelles. Tout ça n'est pas très simple, mais le résultat, c'est cette opacité d'un système dont personne ne comprend exactement ce qu'il reçoit et ce qu'il donne en même temps. Et il me semble que c'est un problème démocratique. Le second problème, c'est que les besoins se sont amplifiés. Il n'y a pas de limite aux besoins de bien-être dans lesquels nous nous trouvons. La démocratie providentielle est une démocratie qui se donne le bien-être de ses membres comme objectif. Tocqueville l'avait déjà vu, donc c'est très profond. Or, ces besoins changent. Ils changent avec les générations et ils sont par nature illimités car jamais chacun de nous ne pourra avoir tout le bien-être auquel il pourrait penser et auquel il aspire. Et nous demandons donc toujours plus de protection sociale. Or, il y a des limites à la protection sociale, bien évidemment, qui sont celles des ressources. Et entre les besoins qui sont illimités et les ressources qui, par définition, sont limitées, il y a une tension continuelle. Alors, on peut faire évidemment l'hypothèse optimiste que les progrès scientifiques et techniques permettront de soigner et de protéger toujours mieux pour moins cher, mais on ne peut pas en être sûr et c'est tout de même une véritable
interrogation. Le troisième point sur lequel ce lien pose problème aujourd'hui, c'est le fait que quand il a été établi et dans ses grands principes, c'était pour compenser les risques les plus immédiats, la maladie, les accidents du travail. Bref, c'était un système compensatoire. Et de plus en plus, on a l'idée, qui me paraît juste, que la protection sociale ne peut pas être uniquement compensatoire, mais qu'elle devrait être préventive, c'est-à-dire favoriser plutôt que de soigner ou de compenser les accidents dans tous les ordres, et pas seulement la santé, mais les accidents en général, prévenir ces accidents de la vie. Alors il est clair que on ne peut pas prévenir tous les accidents de la vie et que c'est un rôle, le rêve du transhumanisme est proprement anti-humain, non pas transhumain mais anti-humain, car la condition humaine est tragique et comporte forcément des accidents, sans compter l'accident définitif. Mais malgré tout, on peut penser qu'il y a à évoluer, à penser, à réfléchir sur des politiques qui soient moins de compensation et un peu plus de prévention. Et puis, alors, il y a un dernier problème que je laisse pour les 2 minutes qui me restent, c'est que la protection sociale repose pour l'essentiel sur une redistribution qui suppose donc une production de qualité et une redistribution à l'intérieur des nationaux. La production est de plus en plus internationale ou transnationale ou dépasse les frontières nationales. Et donc, nous aurons peut-être un ultime problème sur lequel réfléchir ensemble. Quid d'une situation dans laquelle les pouvoirs publics, les responsables politiques ne peuvent pas vraiment maîtriser ou encourager la production parce qu'elle dépend de facteurs internationaux sur lesquels ils n'ont pas de prise, et en même temps assurer la protection sociale non seulement des nationaux mais de tous ceux qui participent à la vie commune de la nation. Il y a là une autre forme de fragilité sur laquelle, parmi les autres, nous pouvons réfléchir. Et d'une certaine façon, encore une fois, nous devons réfléchir, puisque c'est une façon de réfléchir au destin de nos démocraties, qui dépendent certes de la guerre, des guerres et des situations, mais aussi éventuellement du danger de délitement intérieur. Et dans ces dimensions du délitement intérieur, il y a la dimension de la protection sociale, étant donné son rôle crucial pour établir, maintenir le lien entre les individus qui forment ensemble une démocratie. Merci. Merci beaucoup, Dominique Schnapper. Alors, parmi les remarques et les questions reçues, j'ai 2 questions pour Dominique Schnapper. Mais Daniel Agacinski aura aussi le droit de donner son avis, qui porte ces 2 questions sur la participation, la première, et sur l'éducation, la seconde. Alors je précise pour tous ceux qui nous regardent que vous pouvez mettre des petits likes sur les questions et sur les remarques, et donc je prends les questions qui ont le plus de likes. Voilà, là on a des questions avec plein de gens qui ont dit « c'est une bonne question ». Je prends la première sur la participation, c'est un sujet récurrent sur ce qu'on baptise démocratie sociale, peut-être Daniel nous en dira-t-il un mot tout à l'heure, mais c'est le sujet de la participation du citoyen aux décisions concernant sa protection sociale. Est-ce que ce n'est pas un sujet trop souvent négligé, en particulier à l'échelle des territoires, mais plus largement, il y avait des élections en matière de sécurité sociale, il n'y en a plus, les gens se sentent dépossédés par la complexité, mais aussi par un éloignement accru à l'égard des décisions qui portent sur leur propre protection sociale. Est-ce que vous faites le même constat? Et deuxième petite question que j'ajoute, si vous avez la petite baguette magique pour régler ça, comment vous feriez? Vous, Dominique, et puis vous, Daniel? Moi, je n'ai pas de baguette magique. Non, Daniel en a une. Je renonce aux baguettes magiques. Si Daniel en a, je m'en réjouis.
réjouis et je lui demande de l'utiliser. Alors, la participation, c'est évidemment c'est un vaste problème. Moi, j'étais tout à fait favorable à l'idée des élections dans l'ordre des institutions sociales, sans beaucoup d'illusions, parce qu'il ne nous a pas échappé que les citoyens, en tout cas, oui, dans la plupart des démocraties, en tout cas en France, les citoyens votent de moins en moins et ils aiment plus avoir le droit de vote que de voter eux-mêmes. Cela dit, le droit de vote est important symboliquement, même si on ne l'utilise pas. C'est ce qu'on voit très souvent avec des étrangers qui demandent le droit de vote et qui ensuite, s'ils l'obtiennent en obtenant la nationalité, ensuite l'exercent très peu. Donc, les formes de participation dans l'ordre politique, je pense que la première forme de participation, c'est de voter. Et qu'ensuite, on peut compléter par toutes sortes de démarches particulières. Mais que la participation essentielle, c'est par le vote, parce qu'il n'y a que le vote qui permet de donner le même poids à tous les citoyens, quel que soit leur âge, leur capacité, leurs conditions sociales. Toutes les autres formules de participation qui viennent en complément, sont réservées à certaines catégories de la population. Et je pense que de ce point de vue-là, le vote a un rôle essentiel et crucial. Alors, s'agissant des organismes de protection sociale, je serais au conditionnel favorable à ce qu'effectivement, il y ait une certaine participation par le vote au fonctionnement de ces organismes qui jouent un rôle qui certainement est comparable à celui de beaucoup d'organismes proprement politiques. Daniel, cette question de participation. Oui, alors moi j'aborde pas, comme délégué général du Défenseur des droits, la citoyenneté sociale sous l'angle de la démocratie sociale, c'est-à-dire de la participation aux instances représentatives des employeurs et des travailleurs, qui est fondamentale dans l'histoire de la protection sociale dans sa dimension paritaire. Mais l'histoire que vous avez racontée, que vous avez évoquée, sur laquelle je reviendrai aussi, qui transforme le fonctionnement de la protection sociale, va aussi avec l'affaiblissement de la place du travail, donc des relations de travail et donc de la démocratie sociale dans le pilotage de la protection sociale, qui va avec ce que vous évoquiez sur la mondialisation des chaînes de valeur, l'éloignement des responsabilités dans le monde économique et social, qui inévitablement fragilise et questionne le sens de la participation, et qui, en regard d'autres évolutions dont je parlerai tout à l'heure sur la dimension de solidarité, qui elle est moins liée directement au travail, aux relations sociales, j'allais dire, dans l'activité économique, ça déplace aussi le centre de gravité de la décision en matière de protection sociale vers l'État, ce qui fait partie des évolutions récentes, en tout cas en France, ces dernières années, mais sur lesquelles moi, regarde, on n'a pas de commentaires particuliers à faire. Deuxième question, et celle-ci a recueilli 18 likes, c'est beaucoup. Ainsi, hein. C'est une question plus qu'on adore, hein, le N3S. De là à penser que ce seraient des gens de le N3S qui la posent, je ne sais pas. Mais c'est la question de l'éducation à la citoyenneté dès le plus jeune âge. Et je pourrais même développer la question en disant l'éducation à la citoyenneté sociale, l'éducation à la protection sociale. Je lis le libellé de la question pour que chacun prenne bien conscience de l'importance de notre système de protection sociale et de la légitimité des prélèvements associés. Donc, que penser de cette idée d'une éducation à la citoyenneté et à la protection sociale dès le plus jeune âge? Bon, écoutez, moi je suis un vieux professeur, je suis toujours pour l'éducation à tous les niveaux et sur tous les sujets. Alors, j'y suis évidemment favorable. Il y a un enseignement qui s'appelle EMC, c'est-à-dire l'éducation morale et civique, dont qui s'est construit, qui s'est élaboré justement pour donner ce minimum d'éducation civique par lequel on réfléchit, entre autres, à ce que sont les institutions de la citoyenneté, mais surtout au sens de la citoyenneté et par conséquent au sens de la protection sociale qui est liée à la citoyenneté. Alors je dis tout de suite que j'ai un tout petit peu de réticence à l'égard de la formule de démocratie sociale, parce que je crois que de même que la fraternité n'est pas sur le même plan que la liberté et l'égalité, je pense que la démocratie c'est politique et que ce qu'on appelle la démocratie sociale, c'est les conditions sociales de l'exercice de la citoyenneté, de la démocratie politique.
politique. Et donc la démocratie sociale me paraît introduire une ambivalence que je regrette, parce qu'on parle de démocratie sanitaire, de démocratie de toute espèce. Non, c'est les conditions de la vie sociale qui sont impliquées par la citoyenneté et donc la démocratie politique. Et non, je pense qu'il vaut mieux garder le terme de démocratie pour la politique et souligner que la protection sociale et donc la connaissance de la protection sociale font partie de ces conditions de l'exercice de la citoyenneté démocratique. Parfait. Sur l'éducation, et peut-être avec un autre regard sur la démocratie sociale. Non, je ne continuerai pas sur la question de démocratie sociale, carrément un objet. En tout cas, la question des organisations, disons, représentatives des acteurs sociaux est un peu décalée par rapport à notre enjeu du jour. Mais sur l'éducation, on est dans une société dans laquelle, chaque fois qu'on a un problème, on dit il faut l'enseigner à l'école. On le fait à peu près sur tout. Vous êtes aussi un vieux professeur, Daniel. Oui, il faut le dire. Plus bref. Bon, allez. Courte carrière écourtée assez tôt. Mais chaque fois qu'on a un problème, on dit il faut que l'école s'en occupe. Bon, effectivement, il y a déjà l'éducation morale et civique, avec un enjeu évoqué à un moment. Je trouve que pour un article dans l'N3S sur la sécurité sociale, j'étais allé voir les programmes en la matière. Quelques éléments de droit, les droits sociaux, par exemple la propriété. Donc ça s'arrête là, aujourd'hui, à ce stade, dans les programmes. Ce qui, en matière de droit de la protection sociale, est un peu court, jeune homme, on a envie de dire. Donc oui, à la fois, il faut évidemment que ce soit connu pour exercer son métier de citoyen, j'allais dire, en connaissance de cause. Pour autant, ça ne passe pas forcément que par les programmes scolaires qui ont le dos large, déjà. Très bien. Bon, écoutez, je propose, Daniel, que vous conserviez la parole et qu'à votre tour, vous nous interpréteriez votre partition citoyenneté et protection sociale. Bon, merci beaucoup et merci de cette invitation. Encore une fois, c'est un honneur pour moi de discuter cette question avec Madame Schnapper. Et je voudrais vous remercier pour avoir fait cet effort d'expliciter le lien entre citoyenneté et protection sociale qui sont trop peu souvent finalement liés. Je voudrais raconter un peu la même histoire finalement que la vôtre, mais avec un angle et un regard qui, je crois, peuvent être complémentaires. Ce que je voudrais, c'est partager un raisonnement et une conviction. Je voudrais tenter de montrer la place que joue la protection sociale, et y compris sa dimension de solidarité, dans la consolidation de la citoyenneté, donc un peu à l'aune de ce que vous avez évoqué jusque-là, et puis souligner que des institutions comme le Défenseur des droits ont un rôle à jouer dans les réflexions sur l'articulation entre citoyenneté et protection sociale, à partir d'une approche par les droits, c'est pour ça que j'étais content que le mot droit apparaisse aussi nettement, et qui souligne, dans un contexte où c'est pas facile tous les jours, la primauté des droits. On fait assez rarement finalement le lien entre protection sociale et citoyenneté dans le débat public. Quand on parle de protection sociale dans le débat public, on parle souvent de la couverture des risques. Est-ce qu'il faut un 5e risque? Comment est-ce qu'il faut couvrir tel ou tel risque? Les coûts sociaux, la répartition de la charge de ces coûts en fonction des différents acteurs. Alors qu'au fond, ce sont des questions, vous l'avez montré, vous l'avez souligné, qui sont éminemment liées, articulées aux grandes questions de droit, aux droits fondamentaux, aux droits politiques, au sens de l'appartenance à une société et à une communauté politique, c'est-à-dire à la citoyenneté. Qu'est-ce que la citoyenneté? C'est, vous l'avez dit, la participation à une communauté politique, autrement dit à une communauté faite d'individus libres et égaux, et également libres, se reconnaissant mutuellement comme également libres, dénués de domination, si bien qu'en un sens, la tradition politique de cette notion fait que l'égalité et la liberté politique sont à la fois des conditions réciproques, voire des synonymes. C'est la façon dont Arendt lit la tradition républicaine. Alors quel lien entre cette histoire et la protection sociale? C'est pas un lien analytique, ça c'est ce que vous avez montré aussi, c'est un lien qui est construit historiquement, analytiquement. Le citoyen abstrait, il n'y a pas besoin de la protection sociale pour être pensé comme égal et libre. C'est un lien qui est historique et concret, qui découle au fond du constat de l'impossibilité de bâtir une société de semblables sans cette protection. C'est au fond l'histoire, pour remonter un tout petit peu plus loin, dont la façon dont notre République s'approprie progressivement la question sociale, avec deux moments clés que sont non seulement 1946, mais aussi 1848, où la fraternité, la façon dont on essaye de réaliser la promesse contenue dans la devise de la République, et notamment dans la liberté et l'égalité, en supposant que en ayant conscience de la nécessité de faire de la fraternité concrètement une solidarité. Et c'est ce qu'essaye de résumer le concept dont je voudrais parler essentiellement maintenant, qui est de citoyenneté sociale,
tel qu'il a été forgé et utilisé par le sociologue Robert Castel. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce concept? Il veut dire que, vous l'avez évoqué, la citoyenneté politique a des conditions. Pour qu'il y ait citoyenneté, égalité, liberté, il faut qu'il y ait non-domination. Il faut qu'il y ait peut-être pas forcément proximité des conditions ou commensurabilité des conditions, mais protection contre la domination. Protection contre les aléas de la vie qui peuvent faire tomber quelqu'un dans un état de dépendance radicale. Dépendance à l'égard de la charité, à l'égard d'un autre homme. Et donc c'est cette indépendance nécessaire à la citoyenneté qu'il faut garantir. Si on veut que la citoyenneté soit autre chose que l'apanage d'un petit club de propriétaires, hein, en définitive, alors la protection sociale, la propriété sociale, c'est comme ça que Castel propose de la penser, la propriété de ceux qui n'en ont pas doit être instituée. L'idée, c'est d'éviter toute situation de suggestion unilatérale qui serait au fond l'ancien régime. C'est ce qui inspire, vous l'avez évoqué, les droits-créances de 1946, donc le deuxième moment majeur, dont on peut rappeler quelques-uns qui sont dans le préambule de 46 et qui sont toujours en vigueur. Les conditions nécessaires au développement de l'individu et de la famille, le droit à la retraite, le droit à la protection de la santé, le droit à la protection de la sécurité matérielle, le droit d'obtenir un emploi et le droit même d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. C'est quand même pas rien, cette liste. Ouais. Dans le préambule de 46, il y a certes le droit d'obtenir un emploi, mais il y a aussi le devoir de travailler. Absolument. Ça fait toujours un petit peu d'ambiance quand on le rappelle. Ça. Mais cette liste devient une liste de droits fondamentaux au même titre que ceux de 1789, d'autant plus qu'ils en sont, on le dit depuis tout à l'heure, des conditions de possibilité. Alors, ça, c'est pour les principes. On déclare les droits, puis on s'efforce de construire un système politique et économique, sinon ça ne marche pas, on est d'accord, qui contribuent à leur réalisation. Alors qu'est-ce qui fait que c'est compliqué aujourd'hui ? Je vais au fond raconter la même histoire avec des éléments différents. La protection sociale de 46, elle a été pensée comme une assurance mutuelle entre travailleurs, fondamentalement. Entre travailleurs à temps plein, entre travailleurs en CDI, dans un contexte où on est proche du plein emploi. Certes de pauvreté forte à la sortie de la guerre, mais où les rapports de travail sont ceux-ci. Et ce que souligne Castel, c'est que après les 30 Glorieuses, au moment des crises qui y suivent, le modèle économique et ce modèle de protection sociale se défont du fait du chômage de masse, de formes d'emploi moins stables que le CDI à temps plein, de l'individualisation des relations de travail qui fragilise aussi la démocratie sociale, on a pu le dire, et on assiste à un glissement du modèle généraliste des protections assurantielles à un modèle davantage minimaliste qui va viser prioritairement les personnes précaires pour justement avoir cette logique de compensation que vous évoquiez tout à l'heure. Alors concrètement, ça donne lieu à de nouveaux droits, hein, cette évolution. C'est pas que du moins, j'allais dire, c'est du plus pour répondre à une situation qui se dégrade. Des droits qui sont en eux-mêmes des progrès de la protection et qui sont séparés du travail. L'allocation spécifique de solidarité pour les chômeurs en fin de droit, le revenu minimum d'insertion, puis RSA, la couverture maladie universelle complémentaire, qui donne une place croissante à cette logique d'assistance résiduelle qui cible les personnes vulnérables, puisque ce sont des prestations sous conditions de ressources, ce qui n'était le cas ni de l'allocation chômage, ni de l'allocation retraite, ni de la couverture maladie, si on prend les piliers classiques, j'allais dire. Ça a une conséquence fondamentale dans la façon dont on se rapporte à la protection sociale. C'est-à-dire qu'on ne va plus la revendiquer d'abord ou nécessairement comme le fruit mérité de sa contribution, travailleur qui a cotisé pour sa retraite ou pour son chômage, mais on doit, pour y accéder, faire la preuve de son dénuement. C'est en faisant la preuve de son dénuement auprès des organismes qu'on peut bénéficier de la solidarité. On doit montrer qu'on a tout épuisé, c'est la logique résiduelle, pour toucher ces prestations de solidarité. Non seulement, je rajoute une couche, non seulement on doit montrer qu'on est tout à fait démuni, mais en plus, on doit faire la preuve qu'on est prêt à s'engager dans une logique contractuelle pour avoir accès à ces prestations. C'est le sens des politiques actives que connaissent par cœur nos auditeurs s'ils sont habitués à suivre les travaux de l'EN3S. Donc, ce sens des politiques actives, on ne verse les prestations de solidarité qu'en faisant signer des contrat d'engagement réciproque, hein, c'est le terme fréquemment utilisé, pour notamment le retour à l'emploi, la remise en activité, etc. Et c'est là qu'on fait surgir une articulation très contemporaine dans la protection sociale de l'articulation entre droit et devoir. Pour éviter d'avoir une solidarité qui se revendiquerait comme unilatérale ou inconditionnelle, on construit des contreparties et on habille ça de citoyenneté. On habille de citoyenneté le discours des droits et des devoirs, dont la finalité est, en cette matière-là, de bâtir une justification
indirecte, j'allais dire, aux politiques de solidarité. C'est ce sur quoi insiste un grand nombre de départements. Par exemple, quand on regarde leur règlement ou leur politique d'accompagnement des allocataires du RSA, par exemple, ou dans le contrat d'engagement réciproque, la notion de citoyenneté et de devoir apparaît régulièrement. Alors, on pourrait dire, ah oui, mais en fait, c'est ça la citoyenneté sociale de Castel, on la retrouve. Pourquoi est-ce que je pense qu'on a quand même affaire à autre chose? D'abord parce que ça pourrait être discutable de faire passer aussi bien la solidarité que la citoyenneté par un contrat, comme une sorte de transaction entre une collectivité et une personne, une transaction individualisée. Est-ce que c'est ça la citoyenneté? Je ne suis pas sûr, on peut en discuter. Et ensuite, pour revenir à mes déclarations de tout à l'heure, de 1789 ou de 1946, la citoyenneté, c'est les droits d'abord. Alors encore une fois, ce n'est pas à la mode en ce moment, où on entend beaucoup que les devoirs passent avant les droits, mais enfin, quand on lit la Déclaration des droits de l'homme de 1789, l'article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, on voit que part des droits. Et les devoirs, comme les restrictions de liberté, ne viennent qu'après. Ce sont que la conséquence strictement encadrée et limitée qu'on fait valoir dans la mesure où ils sont nécessaires à la préservation des droits. Évidemment, ils sont nécessaires à la préservation des droits. Il ne s'agit pas de discuter ça, mais ils ne sont légitimes que dans cette mesure-là. Et donc, si on dit les devoirs passent avant les droits, soit on fait de la morale, qui effectivement commence par la conscience du devoir, ça, dans un autre ordre soit on fait référence à un système politique et juridique, mais dont les références sont antérieures à 1789. Il faut savoir ce qu'on fait. Pourquoi ce petit détour sur droits et devoirs? Parce que si on veut penser la protection sociale à partir de l'horizon de la citoyenneté, ce à quoi vous nous invitez, de l'horizon que constitue la citoyenneté, alors il faut questionner non seulement les discours, mais aussi les pratiques qui font passer, ce à quoi on s'intéresse en tant qu'institution, les discours et les pratiques institutionnelles et les dispositifs, qui font passer les droits sociaux après les devoirs et qui, à ce titre, sont susceptibles de stigmatiser les bénéficiaires de la solidarité nationale. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un discours théorique, c'est ce que voit concrètement un certain nombre de chercheurs. Je pense à Vincent Dubois, chercheur à Sciences Po, qui observe le fonctionnement des contrôles dans les caisses de sécurité sociale, d'allocation familiale notamment, les dispositifs de contrôle et de lutte contre la fraude. On évalue les modes de vie, on cherche à scruter la disposition de l'allocataire à se réinsérer, à accomplir ses devoirs pour savoir s'il est éligible, s'il peut véritablement toucher ses droits et qu'on peut les lui accorder. Et en parallèle, on observe, ce sont des réclamations qu'on reçoit régulièrement chez le défenseur des droits, que les organismes qualifient parfois hâtivement de fraude, ce qui ne relève que de l'erreur, de l'incompréhension. On va récupérer des indus de prestations sociales à des rythmes qui ne respectent pas le reste à vivre, c'est-à-dire qui font passer au fond le devoir du remboursement avant le droit à la subsistance, si bien que les politiques de solidarité, telles qu'elles sont conduites dans certains cas, traduisent une défiance finalement caractéristique de l'administration à l'égard de ses usagers, qui est une défiance qui n'est pas sans conséquence, qui est, je le crois, susceptible de favoriser le non-recours aux prestations par la crainte des contrôles et des indus. Tout ça pour donner une traduction assez concrète finalement à cette notion. Il ne s'agit pas pour nous de critiquer ou de rejeter la lutte contre la fraude, qui est un objectif à valeur constitutionnelle évident, mais d'en évaluer les procédures, les dispositifs, les pratiques à l'aune du respect des droits des personnes qui, je me répète un peu, mais sont à tous égards premiers. Alors, vous nous aviez invité à évoquer nos suggestions et recommandations pour orienter un peu la suite aussi des discussions. Je crois que... Non, c'est le partage, c'est le partage des principes et l'échange qu'on peut avoir dans ce cadre-là. Non, il n'y a pas de baguette magique, même le défenseur des droits, malheureusement. Et je pense qu'il faut commencer par réhabiliter une culture des droits. Je ne sais pas si c'est de l'éducation, de la formation, de la culture, mais culture des droits dans la protection sociale et ailleurs dans d'autres services publics aussi où on observe des difficultés analogues. Qu'est-ce que ça veut dire, cette culture des droits? Ça veut dire avoir des procédures, des cultures professionnelles et des dispositifs qui contribuent notamment à faire en sorte que les bénéficiaires de la protection sociale se sentent considérés et se considèrent eux-mêmes comme sujets de droit, c'est-à-dire comme citoyens en définitive. Et je voudrais insister pour terminer sur 3 droits qui me paraissent fondamentaux et qui sont constitutifs de la citoyenneté dans les relations avec la protection sociale. Le droit à l'information, qui est essentiel pour lutter contre le non-recours, pour faire progresser la conscience de soi comme sujet de droit et pour lequel on a assurément des progrès à faire, le droit à l'information. Le droit à l'erreur, dont la formulation, dans la reconnaissance juridique est récente, mais qui au fond n'est qu'une forme
qu'une traduction de la présomption de la bonne foi jusqu'à preuve du contraire, et qui mérite d'être plus largement mise en œuvre, appliquée, y compris dans les organismes de protection sociale. Il y a nécessité de prouver le caractère intentionnel de la fraude pour pouvoir la sanctionner. Et puis troisième droit, le droit au recours, qui est encore trop mal connu par nos concitoyens, qui quand on les sonde en enquête sont plus d'un cinquième ou d'un quart à dire qu'ils n'ont même pas idée qu'une décision administrative défavorable est susceptible de recours. Donc mieux faire connaître le droit au recours, la variété des droits au recours, recours gracieux, la médiation, les différentes formes de recours contentieux dont les articulations peuvent sans doute être clarifiées. Donc c'est trois droits, droit à l'information, droit à l'erreur, droit au recours, qui méritent d'être sans doute davantage promus par les organismes de protection sociale pour que leurs usagers se sentent citoyens, avec un dernier point qui est une question, là aussi ouverte à nous et peut-être aux auditeurs, spectateurs. Comment on fait valoir ces droits dans le moment de l'automatisation des droits? Comment on fait valoir ces droits à l'information, au recours, à l'erreur, dans un moment où une partie des interactions de la dimension relationnelle de la protection sociale, dimension relationnelle du service public en général est fondamentale, mais dans cette dimension relationnelle se réduit, parfois pour le meilleur, en favorisant l'accès aux droits par des prestations automatisées, mais parfois en engendrant des difficultés complémentaires de rectification, de discussion et d'échange sur les droits. Je ne suis pas plus long pour l'instant, mais c'était ce que je voulais essayer de mettre en perspective. Mais plus tard, ce sera difficile d'être plus long, mais en tout cas, c'était parfait et clair. J'ai vu que Dominique Schnapper prenait des notes et réagissait à vos propos sur l'équilibre des droits et devoirs. Alors, Dominique, êtes-vous pleinement d'accord avec l'exposé de Daniel, ou avez-vous quelques nuances à apporter, ou un désaccord total? Ce sera encore mieux, ça mettrait plus l'ambiance, mais bon, passons. Je ne vais pas inventer des accords total là où il n'y en a pas. J'ai eu un petit peu de nostalgie parce que cette discussion sur la démocratie sociale, je l'ai longtemps eue avec Robert Castel, très amicalement. Ah, il faut parler dans le micro, me dit-on, ce qui n'est pas idiot d'ailleurs, mais on va y arriver. Excusez-moi. Oui, donc en écoutant Daniel, je me suis rappelé les longues discussions que j'ai eues avec Robert Castel et ma critique sur sa conception de la démocratie sociale, avec lequel que d'ailleurs il défendait avec une certaine distance. Mais donc ça m'a donné de la nostalgie. Mais il me semble que le point important, non, je ne suis évidemment pas en désaccord avec l'ensemble de ce qui est dit par quelqu'un qui fait partie du défenseur des droits, et je dis tout de suite que je pense qu'un défenseur des droits, c'est très important dans une société bureaucratique comme la nôtre, parce qu'il est inévitable que la bureaucratisation, qui est elle-même inévitable, crée inévitablement des échecs locaux ou personnels, et qu'il est bon qu'il y ait une instance qui soit là pour remettre un peu de bon sens dans quelquefois les décisions qui sont peut-être bureaucratiquement justifiées, mais qui ne sont pas totalement en fonction de notre conception de la justice sociale. Mais je pense malgré tout qu'il ne faut pas oublier que ces limites et ces défauts ou ces erreurs sont inévitables quand on fait un système qui est universel de protection. Je l'avais dit très rapidement tout à l'heure. On ne peut pas ne pas entrer dans les logiques et les défauts de la bureaucratisation. Donc c'est inévitable. Et d'autre part, il est inévitable qu'on soit dans la bureaucratisation, parce qu'il s'agit tout de même de redistribuer de l'ordre de 35% de ce qui est produit par ceux qui travaillent. Donc c'est une redistribution qui est considérable et qui doit respecter les droits de ceux qui y ont droit, mais qui en même temps doit le faire selon des principes qui sont justes et qui assurent la bureaucratisation. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir, il faut voir que cette bureaucratisation qu'entend corriger le défenseur des droits est à la fois souhaitable parce qu'elle est liée au projet universel et inévitable avec ses limites. Donc c'est une autre façon de dire les choses, mais il y avait implicitement dans votre... Je crains qu'il y ait eu implicitement dans vos propos avec lesquels je suis en accord, l'oubli du caractère, si je puis dire, normal de la mise en œuvre d'un projet aussi colossal
que des droits universels, selon des principes universels, à des populations et à des situations extrêmement différentes les unes des autres. Alors Daniel va pouvoir réagir, mais j'en profite pour glisser une des questions qui ressort de plusieurs questions. C'est alors là une sorte de leitmotiv dans l'ensemble de nos rencontres, c'est la question complexité-simplicité. Donc tout le monde déplore la complexité, tout le monde souhaite davantage de simplification. Dominique, à sa manière, souligne que la bureaucratisation est dans une certaine mesure inéluctable. Et ma question est vache, parce que c'est, Daniel, si on doit simplifier, comment faire et que simplifier? Eh bien, je vais vous surprendre, je suis non seulement totalement d'accord avec ce que vous évoquez sur la bureaucratie, mais j'aurais tendance à me méfier de la simplification. La complexité inhérente à la bureaucratie, à l'administration du social, elle est plus ou moins proportionnelle à l'ampleur des risques qu'on veut prendre en charge. Mais je rejoins de ce point de vue-là complètement ce que vous évoquez. Et je pense qu'il faut avoir une grande méfiance, ou en tout cas prudence, à l'égard de démarches qui chercheraient simplement à simplifier la protection, dont l'une des conséquences les plus directes peut être de l'alléger au point de l'affaiblir. Donc, un instant sur la bureaucratie, et après je reviens sur la simplification. Oui, bien sûr, bureaucratie nécessaire, souhaitable pour la prise en charge de la... Voilà, inévitable. Mais il n'y a pas qu'un seul modèle de bureaucratie. Et la bureaucratie peut être animée d'esprit et orientée par les valeurs qu'il irrigue, j'allais dire, de façon différente. Et donc, notre pari, j'allais dire, y compris dans la façon dont on essaye d'exercer de l'influence, en participant à des formations, en accompagnant aussi bien la bureaucratie des travailleurs sociaux que celle des décideurs publics, c'est de renforcer la place du respect des droits et du respect de la personne dans le fonctionnement de cette bureaucratie qui est inévitable. Et donc, je pense qu'on peut travailler avec la bureaucratie, faire avec et faire mieux. On ne peut que faire avec. Absolument, voilà. Donc, il n'y a on peut espérer faire mieux, mais il ne faut pas imaginer qu'on puisse ne pas le faire, étant donné le projet qu'on s'est donné. Sinon, on revient à la charité privée. Hein. Exactement. Et tout le monde tient compte des cas particuliers. C'est ce que faisaient les personnes charitables à l'égard des pauvres. Et pas imaginer non plus qu'une autre baguette magique permettrait de nous débarrasser de la bureaucratie, qui serait l'ordinateur, qui serait l'automatisation, l'automaticité des droits et du calcul, dont on voit bien dans quelle mesure il permet parfois d'alléger le traitement de la masse sur des prestations et compliquer de façon incommensurable le traitement de la marge lorsqu'il y a une erreur qui devient beaucoup plus difficile à corriger que lorsque le traitement est moins automatisé. Je reste un instant sur la question de la complexité. Il y a différentes façons de simplifier. Effectivement, simplifier le calcul, simplifier le versement et le calcul des droits, mais qui fait courir le risque d'affaiblir des protections existantes qui ont toute une histoire liée à des risques qu'il s'agit de couvrir, qu'on pense au handicap, qu'on pense à différentes formes de protection. Et puis il y a la simplification pour l'usager, qui est aussi très à la mode, dont on ne peut, nous, défenseurs des droits, que approuver le principe, mais avec une question très importante, je pense, qui consiste à demander qu'est-ce qui est simple pour qui. Et on a souvent dans les fantasmes de la simplification une vision de l'usager un peu idéale qui nous ressemble dans la mesure où on peut être connecté, savoir lire, compter, etc. Et qui n'est pas forcément la même simplification que celle qui va réellement bénéficier à l'usager dans la situation qui est pour lui marquée par une forme de complexité. Et je crois qu'il faut assumer une forme de complexité. Je pense que c'est très important de ne pas se cacher derrière l'idéal de simplification, simplement la faire porter le moins possible pour l'usager en se mettant à sa hauteur dans sa situation, en essayant de parler un langage qu'il comprend. Ça, oui, c'est très important. Alors, il nous reste hélas que 5 grosses minutes. Je vais tenter de synthétiser plusieurs des questions en une plutôt percutante autour de ces affaires de droits et devoirs qui sont capitales. Et la ramener à notre sujet, c'est peut-on être pleinement citoyen quand on est assisté? Pardon de son caractère abrupt, mais je pense que ça s'appuie sur de nombreuses questions qui ont été amenées par l'écoute attentive de vos deux exposés. Le terme d'assister
renvoient à des situations sociales tout à fait différentes les unes des autres et qu'on ne peut pas mettre dans la même catégorie. Entre l'assisté, bon, les retraités sont des assistés, les enfants qui vont aux écoles sont des assistés, c'est-à-dire qui ne travaillent pas et qui bénéficient du travail des autres. Mais il y a des raisons parfaitement légitimes pour être assisté. Et donc, dans son principe, on est citoyen quand on est assisté. Il me semble que la réponse va de soi, c'est-à-dire que la citoyenneté n'est pas liée au travail, même si avoir contribué par son travail dans la mesure de ses moyens est une condition pour faire exercer pour que la société existe. Alors, on a beaucoup discuté au XIXe siècle pour savoir si c'était seulement les actifs qui devaient avoir le droit de vote, justement, si c'était ceux qui travaillaient, les chefs de famille, qui avaient des responsabilités. Et l'idée de l'aspiration universelle de la citoyenneté, c'est justement de dépasser l'acquisition de la citoyenneté à l'exercice d'une activité. La meilleure preuve étant que, sauf s'ils sont condamnés à perdre leurs droits civiques, les prisonniers, les gens qui sont en prison, ont le droit de vote. Et ça me paraît dans la logique de l'universalité de la citoyenneté. Alors, si on veut dire par assister l'abus de l'assistance aux dépens de la collaboration au travail, c'est choquant sur le plan moral, ça pose des problèmes de lien, enfin d'intégration de la société. Je ne crois pas que ça remette en cause le principe de la citoyenneté lui-même. Non, je suis évidemment d'accord là-dessus, dans la mesure où je pense qu'il faut rejeter l'essentialisation de la situation d'assistance, où effectivement on ne naît pas dans cette situation d'assistance. Enfin, si, on y naît quand on est tout petit, justement, mais c'est le moment où on est le plus assisté. Voilà, exactement. Et on coûte le plus cher. Exactement, mais on ne l'est pas par la naissance. J'allais dire exactement, qui commence dans le ventre. Mais l'assistance, ce sont les devoirs que la collectivité s'est donné à l'égard des personnes en fonction de leur situation sur le marché du travail au moment de leur vie. Et donc, c'est simplement la conséquence de ce devoir collectif qu'on s'est reconnu et que l'on sert aux personnes qui en éprouvent à un instant déterminé le besoin. Ce n'est pas une condition pour la vie. Et donc, de ce point de vue-là, je suis d'accord que ça ne remet pas en question l'exercice de la citoyenneté. En revanche, la stigmatisation de l'assistanat peut fragiliser le sentiment de citoyenneté des personnes stigmatisées. Et ça, c'est effectivement quelque chose à quoi il faut faire attention. Et provoquer la révolte de ceux qui ont l'impression qu'ils travaillent pour eux, dans les deux sens. Alors, comme on dit à l'université, une petite dernière pour la route, question. Je pense que je ne trahis personne dans les questions qui ont été posées en disant que le sujet du paritarisme est un des sujets qui intéresse nos interlocuteurs derrière leurs écrans. Pourquoi intéresse-t-il? C'est en tant que vecteur de représentation. Il y a des propos sur les syndicats, d'ailleurs plus largement, aussi le patronat, donc les partenaires sociaux ne seraient plus une courroie de représentation aussi efficace et légitime qu'elle aurait pu être. Donc ma question rapide, pour des réponses rapides, c'est quel est votre sentiment sur l'état du paritarisme dans ces affaires de citoyenneté et de protection sociale, bien évidemment? L'idée originelle, c'était que la redistribution sociale, c'était l'idée de Larocque, devait échapper à l'État et devait être le produit de la société civile elle-même. On sait que ça a donné le pouvoir des syndicats et la manière de renflouer les finances des syndicats. Donc, le fait est que la situation objective a conduit l'État à intervenir de plus en plus. Et quand on est dans l'ordre de la théorie, on peut le regretter. Pratiquement, étant donné la façon dont ça a été exercé au cours des décennies, on peut penser là encore que c'était inévitable et qu'il faut simplement espérer que le monde syndical puisse retrouver là aussi une certaine légitimité pour que ce ne soit pas seulement l'État. Et ça me paraîtrait souhaitable. Sur le paritarisme. Oui, la crise du paritarisme est à la fois une tarte à la crème et un c'est un bon gâteau, la tarte à la crème. Mais moi, c'est un peu indigeste quand même. Pour pouvoir. Moi, je suis pas fait pour la crème.
mais aussi un reflet, une conséquence de ce qu'on évoquait sur la déstructuration d'une partie des relations de travail qui fragilise la légitimité de ces acteurs, qu'ils soient syndicaux ou patronaux, à intervenir directement sur le fonctionnement de la protection sociale. Après, la question de citoyenneté, c'est celle des endroits où se décident les règles de la protection sociale. Loi de financement de la sécurité sociale, effectivement, en grande partie. On n'a plus les accords nationaux interprofessionnels qu'on demande à l'Assemblée de ratifier tels quels pour ne pas contrecarrer par la démocratie. On voit bien que tout ça arrive à un niveau de complexité et d'illisibilité pour le citoyen usager des pouvoirs et des responsabilités des uns et des autres qui reste insatisfaisant et qui doit continuer à être réfléchi. D'accord, vous voyez, il est 15 heures pile, donc j'ai droit à mes 30 secondes pour tenter de faire le malin et dire qu'après 1 heure si lettrée, j'ai noté que 5 auteurs avaient été cités. Je vais vous les faire dans ordre d'apparition sur Terre. Donc nous avons eu Alexis de Tocqueville, qu'on ne présente pas, Pierre Laroque, derrière ses écrans, on ne présente pas. Hannah Arendt, que tout le monde connaît, pour ses propos, entre autres, sur la condition de l'homme moderne et cette perspective du travailleur sans travail, si je cite bien. Robert Castel, qui est un des sociologues français qui a le plus marqué ces derniers temps autour des métamorphoses de la question sociale. Et puis Vincent Dubois, entre autres financé par la CNAF, qui a fait toutes ses études sur la fraude. Et je termine en disant 2 choses. Lisez Dominique Schnapper et puis ayez recours aux défenseurs des droits. Et retrouvez-nous dans une demi-heure. Bon, merci à vous deux pour ce temps utile sur un sujet qui permet de tirer pas mal de fil de la pelote des problèmes de la protection sociale.